certains d'entre nous souhaitons depuis quelques mois, quelques années pour certains d'entre nous, que l'atelier de Michael Woolworth reçoive James Schuyler. Schuyler, né à Chicago en 1923, mort à New York en 1991. Poète généralement associé à l'école dite de New York, tout comme John Ashbery, que Olivier Brossard, son traducteur et ex-secrétaire, est chargé d'incarner ici, Ashbery ayant co-écrit avec James Schuyler, comme vous l'entendrez raconter ce soir par Patrice Ladrange, le roman Un nid de nigo, co-écrit par James Schuyler et John Ashbery. James Schuyler a travaillé pour le MoMA, le musée d'art moderne de New York, de 1955 à 1961. Il fut commissaire d'expositions itinérantes. Comme Ashbery, il a collaboré, écrit dans la revue Art News. Son regard, sensibilisé à la peinture, aux techniques des peintres, ses amis, ses contemporains, produit dans le langage des tournures inattendues. J'en propose pour exemple, ça n'est qu'un exemple, la notation des couleurs, si prégnante dans l'écriture de Schuyler que ses traducteurs en français sont conduits à les substantifier, à les traiter en substantifs. Comme dans cet extrait du roman, Un nid de nigo, dont je vous parlais tout à l'heure, que Patrice Ladrange a co-traduit avec Abigail Lang. Abigail Lang, hélas, retenue ce soir chez elle à Chalon-sur-Saône. Donc je cite un extrait du roman. « Elle était vêtue de laine géranium et portait un sac parsemé des violettes de Bonwit-Teller. » Bonwit-Teller, qu'est-ce que cette provenance? Les grands magasins Bonwit-Teller révèlent des violettes. C'est intéressant, Patrice, dans le jeu de pistes pour savoir qui a écrit quoi dans le roman, on retrouve Bonwit-Teller, les grands magasins, dans un poème de Schuyler qui s'appelle « Décembre », qui, à ma connaissance, est le seul poème que Stéphane Bouquet et Bernard Rival ont traduit tous les deux. Donc c'est une occasion de voir ce que diverses traductions peuvent offrir, plutôt que de parler d'intraductibilité, disons, parlons des diversités des traductions. Alors cette provenance, les grands magasins Bonwit-Teller, qu'est-ce qu'elle révèle? Des violettes qui sont sur le sac. C'est comme si la réalité se transvasait du sac vers les violettes. Un processus que révèle Stéphane Bouquet en postface à ses traductions dans Il est 12 heures plus tard, le livre qu'il nous présente ce soir, paru chez Joka Seria. La couleur n'est plus un attribut, elle devient majoritairement invariable, et il semble qu'on puisse mettre cette invariabilité sur le compte de l'abandon du sujet dans la phrase, un thème qui traverse la lecture de Schuyler par Stéphane Bouquet sous l'appellation grammaticale « forme passive ». Il est allongé là, écrit Stéphane de James Schuyler, le monde lui arrive dessus, il dit que le monde lui arrive dessus. J'ai presque fini. J'ai demandé à Stéphane quel poème il souhaiterait que nous projetions dans sa langue originale. Il en a choisi 2, dont celui-ci. Un poème qui se présente plutôt debout, mais d'où la position allongée est assez vigoureusement évoquée. Pourquoi ne pas mettre cette investiture de la couleur au crédit de la poésie conversationnelle? Sur quoi insistent les 2 traducteurs des poèmes, Stéphane Bouquet, Bernard Rival. Bernard Rival, en 4e de couverture du Cristal de lithium, qu'il a traduit et fait paraître en 2010 au Théâtre typographique. Je cite un extrait du 4e de couverture du livre édité par Bernard. Dans le matin du poème, Schuyler écrit, s'adressant au dédicataire du poème, « Quand tu liras ce poème, il te faudra décider lesquels parmi ces tu sont toi. Si tu désignes ce qui est là, en face de moi, au détriment de il ou elle demeuré par là-bas, alors dans maintes sections des poèmes de Schuyler, tout ou presque est là à la fois. Il écrit « La journée est fraîche » et dit « Je reste juste pour la nuit ». C'est au début de Hymne à la vie. Julien, que vous apercevez ici,
Le contraste avec Self-pity is a kind of lying too, que vous venez tout juste de voir, est assumé dans le choix des deux traducteurs, Stéphane ayant traduit des poèmes qui ressemblaient graphiquement peu au long poème qu'avait traduit Bernard. Avant de laisser la parole à Patrice Ladrange, qui va nous parler du roman, lui aussi tout du long conversationnel, n'est-ce pas Patrice? Je remercie tous ceux qui sont là, et en particulier nos 4 intervenants. Alors, Olivier a pris 2 fois le TGV dans la journée, Patrice est en train d'éditer 2 livres très requérants et créer une structure éditoriale qui s'appelle Omblage. Stéphane vient de sortir un nouveau livre qui sera présenté sur la table qui est présenté sur la table de la libraire, Bicommune. Et Bernard, censément éditeur, s'est lancé depuis quelque temps dans l'élevage des plantes et des bêtes. Et donc, ils ont tous beaucoup de mérite à être là. Voilà. Bonsoir. Donc moi j'ai la lourde charge de vous parler d'un livre du seul livre d'ailleurs de John Ashbery et de James Skyler que nous avons traduit avec Abigail Lang, qui est malheureusement absente ce soir, et qui s'appelle en français Un nid de nigo, et qui s'appelle qui est la traduction du livre anglais A Nest of Ninnies. On va s'appuyer là, Olivier et moi, sur le texte, parce que c'est un livre tout à fait particulier. D'abord parce qu'il est écrit à 4 mains par 2 poètes remarquables, qui sont James Skyler et puis John Ashbery. Et puis ensuite parce que nous avons mené, Abigail et moi, une traduction que nous avons voulu de très grande qualité et très grande fidélité. Au texte du livre, ce qui n'était pas très compliqué d'ailleurs, il fallait surtout bien comprendre le livre en fait. Le problème de la traduction n'était pas tant de le traduire en français, il était surtout de bien comprendre ce que voulait dire et ce que disaient Ashbery et Skyler. Alors je vais vous lire la préface. Alors le livre lui date de 1968 et John Ashbery, après la mort de James Skyler, a rédigé une nouvelle préface en 2008, que je vais vous lire parce qu'elle est enfin beaucoup de choses sont dans la préface. Je cite donc maintenant John Ashbery. C'est par hasard que James Skyler et moi avons commencé à écrire A Nest of Ninnies en juillet 1952. On nous reconduisait à New York après un week-end à East Hampton, dans l'État de New York, où nous avait invité John Latouche, le librettiste de comédie musicale. Latouche travaillait à un court-métrage dans lequel nous jouions, nous et notre amie Jane Freilischer, Presenting Jane, sur un scénario de Skyler. Quelques scènes venaient d'être tournées, dont l'une où Jane marche sur l'eau, en réalité un ponton immergé à Georgia Pond, et le film n'a jamais été terminé. Mais le scénario de Skyler refait parfois surface. Nous étions dans une voiture que conduisait le jeune caméraman Harrison Starr, et son père était assis à l'avant. Ça, c'est tout à fait le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes phrases dans le livre. Vous voulez, les scènes naissent des personnages. Comme, je poursuis. Comme ni Jimmy ni moi ne connaissions bien les stars, nous nous sommes d'abord contentés de regarder le paysage de grande banlieue le long de la vieille Sunrise Highway. C'était avant la construction du tristement célèbre Long Island Expressway. Poussés par l'ennui, donc ils étaient tous les deux à l'arrière de la voiture, poussé par l'ennui, Jimmy a proposé. Et si nous écrivions un roman? Jimmy, c'est Skyler. Hein. Et si nous écrivions un roman? Comment ça? Ai-je demandé, dit Ashbery. C'est facile. Tu écris la première ligne, a répondu Skyler. Et c'était assez typique, dit Ashbery, de lui avoir une idée brillante, puis contraindre quelqu'un d'autre à la réaliser. Pour ne pas me laisser manœuvrer, j'ai fourni une phrase de 3 mots. Alice était fatiguée. Et alors cette phrase marque le livre, c'est tout le début du livre. Et alors là, on sait qu'elle est d'Ashbery, après on ne sait plus. Sauf les enquêtes de Et nous étions lancés dans une aventure qui occuperait les mois et les années à venir. Jimmy, Skyler, avait tout de suite créé un autre personnage, Marshall, le frère irritable d'Alice. Je fais une parenthèse, on découvre qu'il est le frère d'Alice, et eux-mêmes découvrent qu'il est le frère d'Alice, dans la construction, parce qu'au début, il y a Alice qui est fatiguée, languide et agitée, elle se tourna vers le miroir au-dessus de la cheminée,
avant de parler. Dans les yeux de son reflet. La première phrase est d'Ashbery, la deuxième est de Schuyler. C'est un livre d'abord parlé, et puis ensuite écrit. Et alors après, c'est lequel a inventé que Marshall était le frère d'Alice, que c'était pas son mari. Bon, il fallait le comprendre. Alors en traversant le village de Smithtown, nous avons remarqué une maison de banlieue typique, blanche aux volets verts, et nous avons décidé d'en faire la maison de nos protagonistes. Alors c'est là que naît Kelton, qui est à l'origine du truc, c'est-à-dire que Kelton, c'est une petite ville dans la banlieue de New York. Banlieue, il y a un terme français, banlieue, on s'était posé des questions avec Abigail à ce sujet-là, parce que le terme banlieue a une connotation négative que n'a pas l'immigration américaine, la création de la suburbanité, pour dire d'autres mots, enfin les gens qui choisissent délibérément d'aller vivre ailleurs que dans New York, parce qu'ils n'aiment pas New York. Donc la maison de banlieue, on a mis banlieue, nous, parce qu'on n'a pas trouvé le terme. Non mais là, il y a eu un problème. On a discuté, on a échangé. Avec Abigail et moi, on a échangé chapitre par chapitre, et puis des trucs. Enfin, ça a duré des mois. Ça a duré un an notre traduction. Donc, vous voyez le niveau d'échange, mais on n'a pas trouvé. De retour à New York, alors maintenant ils sont rentrés à New York, donc c'est Kelton encore une fois. De retour à New York, nous nous sommes revus régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, pour travailler au roman. Il ne nous est jamais venu à l'esprit qu'il serait publié un jour et que des gens liraient. Nous étions alors de jeunes poètes inconnus qui n'avaient rien publié et encore rien publié et sans lectorat potentiel, semblait-il. Mais nous nous amusions bien à combiner les personnages et les aventures, souvent soutenus par des boissons stimulantes. Ils boivent tout le temps. Tout le temps. Mais par contre, ça leur donne une verve, ça leur donne une aisance totale. Hein. Je ne dis pas ça pour Michael. Tout a continué vaille que vaille pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'obtienne, dit Ashbery, à ma grande surprise, une bourse Fulbright pour la France. J'ai vécu presque 10 ans d'affilée, à l'exception de l'hiver 57-58, où je suis revenu à New York pour suivre un cursus académique de littérature française à la New York University et prodiguer des cours d'initiation au français dans leur campus du Bronx. Cet hiver-là, Schuyler et moi avons partagé un appartement et travaillé sporadiquement au roman. L'appartement était au 7e étage sans ascenseur et notre loyer de $57 par mois, ce qui a dû contribuer au mode de vie aisé que nous avons octroyé à nos personnages. Et là, c'est vrai, les personnages n'ont aucun souci d'argent. Le Nick de Nigo n'a aucun souci d'argent. L'argent est là, c'est les parents, c'est le grand-père qui a vu une céleri, mais ils n'ont pas de problème d'argent. Aucun. Je fais une parenthèse là-dessus, vous verrez peut-être à la sortie les couvertures à l'étranger. Le livre a été traduit en allemand. La traduction allemande est très très fidèle au texte, mais ça se comprend assez bien parce que le texte est écrit dans un anglais, je fais une parenthèse bien entendu, le texte est écrit dans un anglais classique, vous voulez, très très classique. Donc il est proche de l'anglais classique, de la culture européenne, si vous voulez. Eux-mêmes, Ashbery et Schuyler sont imprégnés de culture européenne complètement. Donc le texte se traduit, que l'allemand le traduise facilement, ça ne pose aucun problème, tout est un mélange d'anglais. Par contre, il y a une traduction espagnole qui a été faite à 4 mains aussi, si vous voulez, et qui est intéressante et qui s'appelle, ils sont posés des problèmes de transposition, si vous voulez, parce que la culture espagnole, surtout à cette époque-là, n'avait rien à voir, c'était le franquisme ou le post-franquisme, et n'avait rien à voir avec la culture de française ou italienne ou américaine classique, hein, ce sont des gens de la côte Est. Je continue à Ashbery. Au mois de juin suivant, je suis retourné en France pour l'été, mais suis finalement resté 5 ans sans revenir aux États-Unis. Il habitait rue Charles V, là, pas très loin d'ici. Hein. Là encore, mes revenus ont été un facteur déterminant, ainsi que mon refus à l'époque de prendre l'avion. Jimmy et moi, avant Olivier a dû vivre ça en tant que secrétaire. Jimmy et moi avons plusieurs fois tenté de poursuivre Nest of Nimis par correspondance, mais ça n'a pas marché. Nous avions manifestement besoin d'être ensemble pour écrire. C'est là que l'écriture, c'est une écriture à deux, complètement à deux. Alors je suis finalement, dit Ashbery, rentré aux États-Unis à la fin de 65. À cette époque, j'avais une maison d'édition Holt et un éditeur compréhensif, Arthur Cohen,
Il a fini par me poser la question que beaucoup d'éditeurs de poètes finissent par poser. As-tu jamais envisagé d'écrire un roman? Et je me suis souvenu de ma collaboration avec Jimmy Skyler, à laquelle nous ne pensions plus alors que rarement. J'en ai parlé à Arthur, l'éditeur, qui s'est montré intéressé. Ça s'est révélé être le stimulus dont nous avions besoin, et nous nous sommes remis au travail d'arrache-pied. Et 6 mois plus tard, nous avions bouclé le roman à notre satisfaction. Mais pour y arriver, nous avions convenu d'infléchir un peu nos propres règles, au lieu d'alterner phrase par phrase, ce qui se voit tout à fait au début. Chacun pouvait écrire aussi longtemps qu'il le souhaitait, jusqu'à des paragraphes entiers. Tout à l'heure, nous vous lirons un extrait du chapitre 14, qui est le dernier, et qui, lui, est dans cette construction paragraphe par paragraphe. C'est-à-dire que dans la construction paragraphe par paragraphe, on a les scènes sont décrites. Vous voulez, il y a une sorte de récitation. Vous voulez. Alors que dans les premiers chapitres, c'est uniquement des dialogues. Il n'y a que des dialogues. Et ils sont là, tous les deux. Ils échangent, ils s'amusent et ils boivent. Alors, le livre est paru au printemps 1968 chez Dutton. Alors, il y a eu quelques bonnes critiques, à commencer par celle de Oden, dans la Times Book Review. Il aimait notamment le livre parce qu'il n'y avait pas de scène de sexe. C'est peut-être pour cela aussi que le livre n'a jamais atteint la liste des best-sellers. Il eut aussi des critiques moins bonnes. Après quelques mois, les invendus furent pilonnés, sans qu'on nous propose d'acheter les exemplaires restants. Pratique dont j'ai découvert depuis qu'elle n'était pas rare du tout dans le monde de l'édition. Sans doute était-il difficile pour une maison d'édition de présenter le livre à ses vendeurs. Le roman manquait non seulement de sexe, mais surtout d'une intrigue. Dans les premiers chapitres, nous flânions. Nous nous adressions l'un à l'autre à travers nos nigauds de personnages. Le titre vient d'un sottisier élisabétain, anglais, que j'avais repéré dans le catalogue d'un libraire. J'en parlerai. Et après tout, nous avions commencé le roman pour nous distraire. C'est un jeu. Et lorsque les perspectives de publication étaient apparues, nous avions continué de la même manière, avec l'espoir que d'autres s'en amuseraient aussi. C'est manifestement ce qui s'est passé, puisque le livre a été réédité 3 fois. L'une des éditions est britannique, une traduction est parue en allemand, et une autre en espagnol. Et puis, il y a maintenant celle en français, mais la préface était antérieure à notre édition. Peut-être cherchions-nous aussi, sans le savoir, à recréer le monde de notre enfance. Non. Passer dans 2 petites villes du centre de l'État de New York, l'État de New York, pas la ville de New York, donc l'État de New York, c'est au nord, un petit peu au nord de New York, de la ville de New York, dans les années 1930. Les émissions de radio, en particulier Vic and Sade and Easy Aces, qui offraient des parodies doucement caustiques de la vie américaine, provinciale pour l'une et suburbaine pour l'autre. Alors là, Digal et moi, on a quand même réussi à ne pas mettre dans le gueusard. Les journaux, Life et Good Housekeeping, l'éclat et les paillettes de la grande ville, les affiches lumineuses des cinémas qui changeaient de 2 ou 3 fois par semaine, c'était là les impressions furtives qui revenaient à la surface lorsque nous écrivions et qui justifieraient peut-être des notes de bas de page. Qui se souvient de Milton Cross, d'Evelyn avec son violon magique, de la diva d'opérette, il n'a pas cité les violettes, pardon Bénédicte. Quelqu'un se remémorera peut-être de nouveau, ou comme le dit Virgile, peut-être qu'un jour ce sera une joie de se souvenir même de cela. Et c'est signé John Ashbery en 2008. Alors ça explique l'idée de cette préface et d'une densité phénoménale comme le livre, hein, parce que le tableau que vous avez derrière, le livre français fait 242 pages, oui, tous les trucs inclus, et il y a tous ces personnages dans le livre. Tout est là dans le livre, oui, mais présenté d'une manière très simple, parce que comme il n'y a pas de trame, et comme il n'y a pas d'histoire, et comme c'est un jeu, ben, les personnages surgissent, ils surgissent 2 fois, 3 fois. S'ils sont pas intéressants, ils sont abandonnés. S'ils reviennent, eh ben ils reviennent. Et puis c'est comme ça, c'est au fur et à mesure des jeux. Donc petit à petit, il y a des personnages qu'on imagine être secondaires parce qu'ils étaient là, parce qu'ils ont pas. L'un est parti servir un whisky et l'autre était en train de boire le sien. Vous voulez? Eh bien, on l'oublie. Puis tout pouf, il revient. Et alors tout est ciblé, tout part de Kelton, encore une fois, c'est la petite ville de la banlieue américaine. Vous voulez pas de la banlieue, la ville suburbaine américaine. Et alors, ils sont là, au début, ils sont à Kelton. Alors c'est les enfants qui ont de l'argent, parce que les parents en ont.
Mais eux n'ont pas de problème. C'est le nid de nigo, ce sont eux les nigos, les bobos, si vous voulez. Et alors, ils ne savent pas ce qu'ils sont dans la vie, si vous voulez, ils ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Alice est fatiguée, voilà. Alice est fatiguée. Marshall, lui, il est Mossad, c'est son frère. On ne le sait pas au début, c'est son frère. Donc ils apparaissent tous petit à petit. Alors Marshall et Alice sont en rouge en haut là. Vous voulez, c'est les deux principaux, si vous voulez. Puis apparaît ensuite Fabia. Fabia, c'est la voisine du docteur, c'est la fille du docteur Bridgewater. Monsieur et Madame Bridgewater, ce sont deux braves cons. Vous voulez, lui, il passe son temps à dire des conneries, mais il gagne l'argent. Les docteurs. Elle est un petit peu plus fine que lui, vous voulez, mais bon, pas beaucoup. Victor, c'est le frère. Alors Fabia, elle sait pas ce qu'elle fait, elle sait pas ce qu'elle veut. À un moment donné, elle va être secrétaire dans la société d'import-export dans laquelle travaille Marshall. Vous voulez. Bon, à New York. Alice, elle n'a qu'une envie, c'est aller à New York. New York, la grande ville, etc. Marshall, lui, il veut pas, ça le fatigue, il n'a pas envie. Victor, il s'est fait virer, on ne l'a pas pris à l'université. Donc il déboule. Et puis on ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Alors, mais il est gentil, si vous voulez, Victor, au début, il est proche d'Alice, si vous voulez, puis ils essaient de monter une boutique ensemble, si vous voulez. Et pour s'occuper, tout le monde leur dit, mais la boutique, c'est pas un but dans la vie. Et oh, disons, c'est jamais, ça va peut-être marcher, vous voulez. Bon, après, il y a le marchand de primeurs, il y a Madame Flora Drinet, bon, tout ça, c'est les gens de Kelton qui apparaissent petit à petit. Et alors, ensuite, ils se déplacent, le nid de Nigo, nos Nigos à nous, si vous voulez. Mais ils se déplacent au fil, encore une fois, des dialogues ou des occasions. Donc ils vont d'abord aux États-Unis, ils vont en Floride. Et alors le livre, dans la première partie du livre, dans les échanges, ils insèrent en permanence dans le livre des citations. Alors les citations, c'est des messages publicitaires de leur époque, des années 50, si vous voulez, ils sont nés dans les... oui, un peu avant les années 50. Enfin, bon... oui, à propos d'années 50, si vous voulez, c'est l'époque de l'Amérique grandiose, c'est l'Amérique victorieuse, vous voulez. Et ils incarnent, ces nigos, ils incarnent toute la puissance de l'Amérique. C'est-à-dire qu'après, on va les voir en Italie, en France et un peu en Angleterre, vous voulez, mais surtout en Italie et en France. Et ils rencontrent des Français, vous voulez, et les meilleurs des Français viennent en Amérique. Les meilleurs des Italiens viennent en Amérique. Par contre, Victor, il exporte. Il exporte à Paris, vous voulez, où il va créer avec la sœur de Claire, avec Claire et Nadia, là, qui sont en rouge là-haut. Ils sont deux personnages importants, vous voulez. Nadia, Claire, elle est très bien, elle est dynamique. Elle va épouser... Non, elle épouse pas Victor. Non, Victor va épouser la sœur de Claire, Nadia. Mais Nadia, elle est une branleuse, elle fait rien. Et alors ils se sont fourrés dans un truc à un moment donné. Le père, le docteur Bridgewater, demande à Victor, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas à Paris? Et Victor leur dit, mais on a un projet d'enfer, on va importer des antiquités américaines à Paris. Et alors, le docteur Bridgewater dit, ah, ça c'est phénoménal. J'avais entendu parler d'importer du charbon à Newcastle, mais d'importer des antiquités américaines à Paris, je ne le savais pas, si vous voulez. Et puis il se fait... donc Victor est exporté. Par contre, ceux qui sont bien mémos, là, les Italiens dynamiques, ils vont là. Ils ne font pas des grandes choses. Hein. Ils créent un restaurant italien à Kelton. C'est pas on est bien dans la couche, de l'Amérique moyenne. Mais c'est l'Amérique qui fait des choses, vous voulez, qui attire les bons. On va commencer à lire. On va commencer à lire. Bon, des dialogues, j'en ai pas aussi plus. Bon, on va lire. Non, mais je vais quand même dire une chose, si vous permettez. Non, vas-y. Non, c'est le coup des citations, parce que les citations, c'est truffé, c'est un livre qui est truffé de citations, et ça, c'était l'une des difficultés, mais l'un des plaisirs que nous avons eu aussi à traduire ce livre, c'est que les citations, on les voit dans le texte, et on les voit à l'oreille ou à l'œil. C'est-à-dire que tout d'un coup, par exemple, en Floride, là, je me souviens plus qu'il est dans un transat, et à un moment donné, c'est l'une des héroïnes, et elle dit « Join the waves », tout d'un coup. Et Join the waves, ça ne veut rien dire dans le dialogue. Ben, Join the waves, c'était le panneau publicitaire « Femmes, engagez-vous dans la marine » de la Deuxième Guerre mondiale américaine.
Et donc, et ça, on le détecte seulement parce que c'est pas pile dans le truc. Alors, on était beaucoup aidé par Internet aussi, hein, parce qu'Internet permet de trouver des choses qui seraient introuvables autrement. La deuxième partie du livre, là où il parle, celle qu'on va lire, il y a des citations, mais qui sont beaucoup plus classiques et qui sont beaucoup plus identifiables. Oui, on lit. Alors, donc, c'est un extrait du chapitre 14, qui est le dernier. Donc nous nous sommes répartis, Olivier et moi, les personnages. Si Abigail est là, elle aurait fait une troisième voix, mais on avait d'abord prévu pour 4 voix. Bon, sa mission accomplie, l'architecte du Sir Toby Belch, c'est le pub, s'était attardé dans la région de Kelton. Nous hésitons à divulguer son nom de peur qu'il paraisse une fabrication. C'était Menot, Godfrey Menot, un nom prédestiné. Maintenant que le grand incendie avait ravagé certains des édifices parmi les plus imposants de la ville, il était d'autant plus réticent à quitter un lieu qui lui rappelait fortement quelques-unes des cités-jardins les plus réussies de l'époque où il sortait du Royal College of Art. Par un soir humide et glacial de février, il poussa prudemment la grande porte rustique du Trentino, comme on l'appelait désormais, et se fraya un chemin à travers la foule tapageuse jusqu'au bar. « Je suis avec les Carlsbad », dit-il, à la Finta Giardiniera, qui s'approchait de lui, le sortit interrogateur. Voudriez-vous bien laisser le son lança Alice, un auditeur invisible dans les profondeurs de la salle aux poutres apparentes. Je suis avec les Carlsbad, insista-t-il. Ils m'attendent. Bien sûr. La gérante rajusta les menus sur papier parchemin qu'elle tenait contre elle, de sorte que Godfrey ne voyait plus que Valpolicella, 7 $. Votre table est prête, annonça-t-elle, mais pas à son intention. Quant à vous, je vous propose de patienter au bar. Avec un haussement d'épaule qui semblait indiquer qu'il était conscient de ne pas mériter mieux, notre Inigo Jones se tourna vers le bar, et quel bar! Les verres les plus boursouflés jamais désavoués par Murano étaient là, et ils formaient un arc-en-ciel turgide. Et pour vous, l'ami, lui lança un barman qui affichait une ressemblance troublante avec Giorgio Grossblatt. Avant que Godfrey ait pu répondre, cependant, il fut alpagué par un couple qui rappelait, mais à l'envers, le vieux janvier et la jeune juin de Chaucer. « Godfrey !» hurla Memo Oscar. Il se tourna pour plaquer un baiser inattendu sur la joue de Mildred Kelso. Godfrey, j'ai pas le même accent que Olivier. Godfrey arrêta le regard d'une barmaid arrangée, lui semblait-il, comme l'un des Giuberosé de Garibaldi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir s'enquit-elle d'une voix au perché. Un Gibson avec des glaçons, opina-t-il. Puis il ajouta d'un air inspiré, dans un tumbler bleu. Madame Kelso lui adressa un sourire radieux. Mémon parlait justement des choses magnifiques que vous avez faites au musée de la broderie de Kensington. Nous aussi, nous attendons les Carlsbad. Est-il vrai que vous avez connu Sir Sidney Cockrell demanda Memo. On servit à l'architecte sa boisson. Bleu, constata-t-il, les yeux fixés sur l'objet en forme de météorite. Oui, je les ai tous connus. Même Corbu le taquina Mildred. J'ai dit tous, prononça Godfrey entre ses dents, tandis qu'arrivait Fabia, vêtue d'une robe de cocktail à bustier avec une étole assortie. Je n'imaginais pas que les Italiens prenaient la Saint-Valentin aussi au sérieux, dit-elle, en s'adressant à Mildred. D'ailleurs, n'était-il pas français? Pas du tout, Fabia, dit Godfrey. Cet homme était un mythe. Il regarda par-dessus son épaule pour lorgner dans son décolleté, au risque d'emmêler ses sourcils dans sa veste, manifestement coupée dans la même étoffe crépue. Memo le remarqua, mais toujours grand seigneur, il conclut, quoi qu'il en soit, c'était un saint, et utilité lituanien, que ça me serait égal. Fabia chassa de son étole quelques gouttelettes imaginaires. Où sont donc ces abrutis de Carlsbad, se plaignit-elle. Je commence à croire que Victor a eu raison, et ça me rend encore plus folle. C'est du tonnerre, dit Giorgio. Il se pencha en travers du bar et lui donna un baiser chaleureux. Sacrée robe! Une frêle jeune femme brune, en velours cramoisi, se frayait un chemin vers eux. Je suis terriblement confuse, dit-elle. Everett a été retenu. Impatient de dernière minute. Pour vous, signora Dottoressa, rugit Giorgio, un verre offert par la maison.
Il saisit la bouteille la plus proche, en l'occurrence du cognac italien, et en versa une rasade dans un verre. « Après ce que votre mari a fait pour moi... » Ce n'était rien, répondit Léla Carlsbad, et sa remarque fut heureusement perdue dans le vacarme. Le front déjà creusé de Giorgio se plissa davantage. « D'ailleurs, Memmo, comment se fait-il que tu sois de ce côté de l'Atlantique? Je croyais que Fabia et toi étiez séparés. » « C'est moi qui vais répondre à cette question, » claironna Mildred, sans qu'on s'y attende. Memmo a dû laisser Fabia à Palerme pour aider son père à diagnostiquer une forme de sciatique jusque-là inconnue. Bien sûr, il s'est dépêché de rentrer, mais honteux de lui avouer de quoi il s'agissait, il lui a dit qu'il avait dû passer un dernier examen, et c'était vrai dans un sens. Mais Fabia savait que ce n'était pas la période des examens dans les facultés de médecine italiennes, et elle en a été passablement agacée. À la suite de cela, elle est rentrée et a retrouvé son environnement claustrophobe. Mais si, Fabia, c'est le cas, quoi que vous puissiez en dire. Et depuis, elle broie du noir. C'est alors que Memmo m'a écrit et je lui ai répondu « Venez, mon garçon, jamais cœur poltron n'a conquis belle dame. » Et il est venu à bord du Leonardo da Vinci. La coïncidence, sur son mode le plus dickensien, frappa une fois encore, bien sûr. Comme si souvent auparavant dans la vie de ces Happy Few, les lumières s'éteignirent. Au fond de la salle, on apercevait un gâteau d'anniversaire illuminé de bougies, porté par une jeune fille anxieuse en toque de chèvre. « Mia sorellina » lança fièrement Giorgio. Quelqu'un entonna « Happy Birthday », tous reprirent en chœur, et puis ce fut fini. Les lumières se rallumèrent. Bravo. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Alors après le roman, vous m'entendez? On va passer à la poésie, mais c'est peut-être un peu la même chose. Je ne vais pas dire grand-chose sur cette traduction, sauf peut-être deux. D'abord, je voudrais vous citer une phrase de Novalis, parce qu'elle me semble s'appliquer vraiment très très bien à Schuyler. La phrase de Novalis, c'est « Le bavardage à bâton rompu et son laisser-aller si dédaigné sont justement le côté infiniment sérieux de la langue. » Et je crois que Schuyler et éventuellement Ashbery et éventuellement O'Hara s'inscrivent très très bien dans cette idée, en fait, dans cette compréhension que moins on dit ce qu'on dit avec sérieux, plus on a une chance d'atteindre justement l'infiniment sérieux de la langue. Et donc les poèmes, ce que je trouvais intéressant dans la poésie de Schuyler, enfin une des raisons qui faisait que j'avais envie de la traduire, c'est que justement ce rapport au bavardage modifie un peu son rapport au poème en tant que tel, puisque si finalement si finalement la poésie c'est juste du bavardage, si le rêve de la poésie c'est simplement de bavarder, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ce qui est assez beau chez Schuyler, c'est qu'au fond, ça lui fait presque repenser ce que c'est qu'un poème. C'est-à-dire un poème, ça commence et ça finit, parce qu'il faut bien que ça commence et ça finit. Mais au fond, il n'y a pas de raison vraiment que ça s'arrête là où ça s'arrête, en fait. Et plus ça va aller dans ses livres, plus il va y avoir une espèce d'infinition, si j'ose dire, du poème, qui pourrait toujours se continuer un peu plus loin. Et l'autre chose qui est intéressante, évidemment, si la poésie c'est du bavardage, quand on bavarde, on parle beaucoup du temps, surtout du temps qu'il fait. Et la poésie de Schuyler, c'est quand même beaucoup, ça nous indique beaucoup, c'est un bulletin météo sur le temps qu'il fait. Donc je vais vous lire quelques poèmes. J'ai choisi plutôt des poèmes à vers court, puisqu'il a écrit deux sortes de poèmes, enfin plusieurs sortes, mais il a écrit beaucoup de poèmes à vers court et beaucoup de poèmes à vers long. Donc moi je vous fais les vers courts. Je ne sais pas si vous allez le sentir à la lecture. S'apitoyer sur soi est une sorte de mensonge aussi. Il neige, jour de visions défectueuses, et Noël arrive comme une charrue, et dans la viande la neige, étrange, tout ça me rappelle